On est à Saint-Germain-en-Laye pour ce premier numéro de Patrimoine Online, votre nouvelle émission de l'AGFI par les CGP pour les CGP chez les CGP. Toute l'année, on parcourra la France à la rencontre des conseillères et des conseillers pour décrypter ensemble les sujets qui font votre actualité. On interrogera les gérants des fonds que vous proposez à vos clients et on parlera des problématiques métiers que vous rencontrez dans votre quotidien. Pour cette première émission, on est parti à la rencontre de Pascal Boussan, figure emblématique de l'investissement responsable. Laurent Calvet est le premier gérant à passer dans le studio de Jean-Philippe Mas et Jean-François Tardivaux a interrogé David Charlet, président de l'Anacofi, sur la problématique des jeunes CGP qui veulent rentrer dans ce métier. Patrimoine Online, émission 1, c'est parti. Bonjour Pascal Boussan. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On est dans vos locaux, dans les locaux de Boussan Conseil à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Vous êtes la toute première invitée de Patrimoine Online. On est ravis de faire cette émission avec vous. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Pascal, le métier vous connaît bien. Je vais quand même vous présenter parce que vous avez quand même plusieurs casquettes. Vous êtes dirigeante de votre cabinet Boussan Conseil que vous avez créé en 2002, membre du comité du label ISR, présidente du collectif 1% pour la planète France, et vous étiez d'ailleurs le premier cabinet de CGP à rejoindre ce collectif, autrice de 3 ouvrages sur l'écologie et l'investissement responsable et présidente de la commission durabilité de la CNCGP. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Pascal ? C'est déjà beaucoup, c'est presque un peu trop. La liste est déjà bien longue. Alors, si on est bon, si on a tout ce qu'il faut, eh ben c'est parfait, on peut commencer tout de suite avec la première rubrique. Ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité selon Pascal Boussan, c'est parti. Alors Pascal, pour la première rubrique, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Je vous écoute, quelle est la première ? Alors la première rubrique que j'ai choisie, le premier thème que j'ai choisi, c'est la réforme du label ISR, donc le label de l'investissement responsable, qui enfin vient de rendre sa copie. Dans sa nomenclature définitive. Exactement, voilà. Donc, grande actualité. Alors on rappelle qu'avec cette dernière version, le label va être beaucoup plus exclusif. Il va notamment exclure les pétrolières, les entreprises qui exploitent du charbon, des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploitation de raffinage d'hydrocarbures. Ça a été un long combat pour vous, Pascal Boussan, parce que vous êtes dans le comité du label ISR. Oui, absolument. J'y suis depuis 2 ans. Il faut quand même se dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de représentant de la distribution. Donc, je suis très heureuse de représenter finalement tous les distributeurs d'épargne et par ce biais finalement de représenter l'épargnant final. Ce label, il a été un peu victime de son succès. Il fallait resserrer les mailles du filet et c'est exactement ce qui va se produire. C'est-à-dire que ce label va devenir plus sélectif et donc il va y avoir des exclusions. Depuis que la nouvelle nomenclature a été publiée, les sociétés de gestion ont commencé à se positionner. Je voulais vous faire rebondir sur l'article de mon excellente collègue Laurence Marchal, que l'on salue. En novembre dernier, peu de temps après l'annonce, elle a interrogé des sociétés de gestion qui sont très investies sur les pétrolières. Elle a notamment interrogé la responsable de l'investissement durable de DNCA qui disait, et je la cite, « Les gérants qui souhaitent conserver cette approche qui ne relèvera plus du label ISR pourront la maintenir. Nous acterons alors une délabellisation. » Pascal Boussan, des sociétés de gestion qui disent clairement qu'elles préfèrent abandonner le label ISR plutôt que d'abandonner les pétrolières. Quand vous entendez ça, ça vous énerve pas? Moi, j'essaye toujours, de manière générale, de voir le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein, dans ce cas de figure, eh bien, c'est que le label va être plus sélectif. Et finalement, pour l'épargnant ou pour les conseillers, finalement, ce sera un moyen plus simple finalement de flécher l'épargne, d'orienter l'épargne et de guider les souscripteurs, enfin les épargnants, avec un label finalement qui sera plus exigeant, qui sera plus sélectif. Et oui, il va y avoir des délabellisations. On est tous conscients au comité du label. On espère que ce sera quand même mesuré. On espère surtout qu'il y aura beaucoup plus d'engagement actionnarial de la part des sociétés de gestion, c'est-à-dire beaucoup plus de pression qui sera mise sur la part. Sur le G plutôt que sur le E. Mais oui, bien sûr. Deuxième actu, Pascal Boussan. Alors, deuxième actu que j'ai noté, c'est tout ce qui se passe autour des fonds en euros, en particulier les performances finalement meilleures que prévues et les taux boostés qui sont proposés de manière on va dire massive par nos partenaires assureurs.
Et ça, on a vu que justement, il y a des associations type AFR, etc., qui ont rendu des fonds en euros qui sont en dessous, des taux pardon, qui sont en dessous du marché. Ça, c'est un peu une première, ou en tout cas une situation un peu inattendue. Comment vous observez tout ça? Oui, alors à côté de ça, on a plutôt des bonnes surprises aussi. On a des assureurs qui annoncent des taux supérieurs à ce qu'on imaginait. Generali, par exemple, vient d'annoncer une bonne nouvelle. Je pense que de manière générale, si on peut diversifier ses avoirs auprès de plusieurs assureurs, de toute façon, c'est une bonne chose. Ça évite de peut-être avoir quelques petites déceptions ponctuelles. Je pense que surtout la bonne nouvelle, c'est bien, les taux boostés qu'on a. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce contexte-là. Ça nous aide, nous, distributeurs, et je pense que ça va aider aussi les épargnants à peut-être retourner ou en tout cas continuer à se tourner vers cet outil formidable que reste l'assurance vie placement. Troisième actu, Pascal Boussin. La troisième actu que j'ai choisie, c'est les fusions dans notre écosystème et en particulier la grande annonce. Alors je crois savoir de laquelle vous allez parler. De nos amis Erez et Cyrus. C'est une actualité qui me fait réagir. Alors bien sûr, c'est un mouvement de consolidation qu'on constate et que j'admire les grandes réussites de notre écosystème. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. On a la partie immergée de l'iceberg, dont je fais partie, c'est-à-dire toute une... Les cabinets de taille moyenne. Exactement. Oui, parce qu'on le rappelle, la fusion de Cyrus et Erez, ça va représenter à peu près 15 milliards d'euros d'actifs, conseillers, sous gestion, etc. Oui, et donc la partie émergée de l'iceberg, c'est tous les cabinets indépendants avec une approche peut-être artisanale dans le sens noble du terme ou familiale qui, je pense, ont toujours une place dans ce paysage de l'épargne et je trouve que c'est important aussi de mettre l'accent sur nous, cabinets de taille plus petite. La consolidation du marché avait déjà commencé, mais là c'est la première fois qu'on a une opération de cette ampleur-là. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change la donne en fait? J'avais un bon ami CGP qui me disait à côté de ça, je suis pas un petit poisson, je suis du plancton. C'est vrai que 15 milliards, c'est quand même énorme. Est-ce que ça change la donne au niveau des relations avec les fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de produits, mais aussi des fournisseurs de solutions? C'est pas impossible que ça la change à l'avenir. Il y aura certainement plus de pression, un rapport de force peut-être un peu plus égalitaire finalement, qui aura lieu avec nos partenaires. Objectivement, à mon niveau, ça ne change pas grand-chose. Vous n'avez pas peur que les fournisseurs se disent à un moment, on va faire des économies d'échelle, on va peut-être travailler davantage avec des gros réseaux de CGP, ça ira plus vite, plutôt que d'aller travailler au cas par cas avec des cabinets de taille moyenne? Vous n'avez pas cette peur-là? Non, moi j'ai plutôt toujours au contraire les échos inverses de la part de nos partenaires qui nous disent mais finalement heureusement que des cabinets comme toi existent et continuent et portent le flambeau d'une vision un peu plus, encore une fois, un peu plus artisanale. Et oui, parce que pourquoi justement oui. Parce que ça permet quand même d'avoir finalement un réseau de distribution un peu plus, un peu plus large, un peu plus vaste, plus diversifié. Et je pense que ça diversifie aussi les risques chez nos partenaires. C'était donc vos trois infos. Du moins, Pascal Boussin, à mon tour, maintenant, je voulais vous faire réagir sur une interview. En décembre dernier, la rédaction était à Strasbourg pour les cercles de l'AGFI, un événement qui rassemble les professionnels de la gestion de patrimoine locaux. On a notamment rencontré Anaïs Hamelin, qui est professeure à l'université de Strasbourg. Elle mène notamment des travaux sur les finances des entreprises et des ménages. On l'écoute et on revient juste après avec Pascal Boussin. Cette hypothèse de discrimination, on ne l'observe pas vraiment. Et effectivement, maintenant, un ensemble de réglementations et puis d'évolution de la société font que c'est des choses qu'on observe moins. Par contre, on observe quand même que les femmes ont tendance à moins accéder au crédit que les hommes. Et là, l'hypothèse qui émerge et qui est validée par les études, en tout cas qui ont été réalisées là-dessus, c'est en fait qu'il y a une intériorisation du stéréotype par les femmes. Et anticipant qu'elles vont être discriminées, elles n'osent même pas demander du financement. Et on appelle ça le phénomène de découragement. Alors Pascal, autocensure, découragement, autodécouragement, est-ce que ce sont des termes qui vous parlent et que vous constatez auprès de votre clientèle féminine? Alors déjà, je le constate dans la profession au niveau des femmes. Des conseillères. Des conseillères en gestion de patrimoine. Moi, quand j'ai commencé ce métier, quand j'ai créé le cabinet il y a 20 ans, il y avait à peu près 15% de femmes à la tête de leur cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le pourcentage, il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas bougé.
en 20 ans. Donc là, ça me désole un peu. C'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin, malheureusement, il n'est pas assez développé. Et pourtant, on a autour de nous beaucoup d'exemples de femmes qui réussissent très bien dans ce métier. Et effectivement, au niveau de la clientèle, on peut effectivement, alors même si on a tous des contre-exemples, on a quand même une ligne directrice. Aujourd'hui, finalement, nos clients sont plutôt des hommes. Lorsqu'on a un couple, finalement, on peut ne rencontrer que monsieur. Alors nous, on insiste. Alors même que les deux vont être concernés. Mais bien sûr, moi j'insiste beaucoup pour rencontrer les deux, pour que madame soit aussi associée dans la décision, au moins soit informée. Merci Pascal. On parle maintenant investissement. Laurent Calvet, le gérant de Tikeo 2029, est le premier gérant à être passé dans le studio de Jean-Philippe Mas, notre journaliste spécialiste de la gestion d'actifs. On les écoute et on revient juste après. Bonjour Laurent Calvet. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion obligataire de Tikeo Capital et vous êtes notamment en charge du nouveau fonds daté Tikeo 2029. Je vais vous présenter le concept de cette rubrique. Donc, je vais vous poser 6 questions et 6 images vont apparaître sur l'écran en face de vous. Vous allez répondre aux questions et réagir aux images. Allez. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me présenter Tikeo Capital en quelques mots et ensuite me détailler la stratégie de ce fonds Tikeo 2029 ? Bien sûr. Alors là, on voit l'image des deux fondateurs de Tikeo Capital, qui est un groupe de gestion d'actifs alternatifs, qui gère aujourd'hui 42 milliards d'euros au travers de 4 verticales. La dette privée, le capital investissement, les actifs réels, donc y compris l'immobilier et l'infrastructure, et les marchés de capitaux, dont je fais partie. Et sur la gestion du fonds Tikeo, la stratégie du fonds Tikeo 2029, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Alors c'est une stratégie très simple de portage sur des émetteurs qui sont au lancement ou au moment où on en fait l'acquisition tous notés investment grade et avec une allocation pour partie sur des dettes d'entreprise et pour autre partie sur des dettes financières avec une stratégie de portage jusqu'en 2029 sur un horizon donc assez lointain pour pouvoir aussi également avoir une exposition, une sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt pour bénéficier de ce régime de taux d'intérêt assez élevé qu'on a dans le sillage du resserrement de politique monétaire le plus brutal des 40 dernières années. Je vais vous demander un peu de détailler votre conviction sur les sociétés financières. On a vu qu'il y avait eu quand même de la casse sur quelques sociétés financières. J'ai pris l'exemple de Ma French Bank. Pourquoi vous êtes positionné sur les émissions obligataires de financières en Europe ? Les banques sont très bien armées. On a des ratios de solvabilité qui sont au plus haut historique, des ratios de créances douteuses qui sont très bas. On a un stock de provisions pour créances douteuses qui, lui, est très haut du fait des années Covid. Et on a vu cet été, l'été dernier, l'été 2023, des stress tests de la Banque Centrale Européenne qui ont révélé que malgré des hypothèses extrêmement punitives, les ratios de solvabilité des grandes banques européennes sont toutes restées au-dessus des minima réglementaires. En investisseur, en crédit, sur les obligations bancaires, on est très bien protégé au niveau fondamental. Et puis on a ce point d'entrée également qui est très attractif avec un surcroît de rendement. Très bien. Tikeo Capital, Tikeo 2029, c'est le 6e fonds daté de Tikeo Capital. On voit beaucoup de sociétés de gestion qui se positionnent aujourd'hui sur les fonds datés. Pourquoi vous êtes positionné si tôt sur ce type de produit ? Alors les fonds datés, c'est soit des produits de campagne, on en lance un peu tout le temps, soit des produits conjoncturels. Chez Tikeo Capital, on est plutôt à lancer des produits conjoncturels, c'est-à-dire qui répondent à une certaine configuration de marché pour essayer d'extraire le plus de valeur pour nos investisseurs. Et effectivement, on n'en est pas à notre galop d'essai, le 6e, comme vous l'avez dit. Et Tikeo 2029, aujourd'hui, c'est un fonds daté qui se positionne plutôt sur le couple rendement-risque. On n'a pas besoin de descendre beaucoup dans l'échelle de notation pour avoir des rendements en absolu qui sont attractifs du fait de la hausse des taux d'intérêt. Et donc pour nous, on pense que c'est un contexte propice à ce lancement-là, qui plus est, en investment grade, ce qui est un retour sur ce qu'est le fonds daté. La structuration même du fonds daté, puisque les fonds datés ont été pensés pour être construits avec des obligations investment grade, du fait que les émetteurs de ces obligations-là n'ont pas la possibilité de les refinancer. Donc on a une certaine visibilité sur le rendement, évidemment si on a fait une bonne sélection de titres et qu'on n'a pas de défaut pendant la durée de vie du fonds.
Mais ça nous permet d'avoir une visibilité sur le rendement, puisqu'il y a beaucoup de gens ont pu être déçus par le passé aussi sur des fonds datés au rendement, avec justement le refinancement de ces obligations, et donc un rendement qui pouvait être dilué, on va dire. Par rapport d'ailleurs à cette hausse de taux d'intérêt, quel est votre regard sur l'environnement de marché actuel pour le crédit? À la fois à la fin 2023, on a vu un rallye obligataire, et sur début 2024, on a vu les spreads à la fois se resserrer et augmenter. Quel est votre regard là-dessus en tant que gérant obligataire? Alors là, aujourd'hui, dans les prix, c'est vrai qu'on prend en compte un scénario assez idéal dans les marchés. Il y a un petit peu de complaisance, on va dire. On marche sur une ligne de crête assez fine, où beaucoup de gens voient finalement un atterrissage de la croissance en douceur, sans une forte récession, d'un côté, d'une part, et d'autre part, une inflation qui reviendrait gentiment vers les 2%, et donc des banques centrales qui seraient amenées bientôt à couper leur taux d'intérêt. Ça, c'est ce qui est dans les prix aujourd'hui. Alors, c'est un scénario possible, mais on a deux risques quand même assez majeurs pour 2024. À la fois un ralentissement économique plus sévère, qui se transforme en une récession assez forte, et puis une inflation qui resterait sur ce plateau palier un peu de 3-4%, et donc des taux d'intérêt qui pourraient ne pas baisser, et des banques centrales qui pourraient les laisser à leur niveau pendant assez longtemps. J'ai pris ce graphique qui montre l'évolution du rendement sur l'investment grade en Europe. On a vu qu'aujourd'hui que les rendements, on est autour de 3,5%. Vous annoncez un objectif brut de 5% de rendement. Comment vous allez l'atteindre en sachant qu'aujourd'hui, les rendements moyens sont autour de 3,5%? C'est justement les bienfaits de rajouter une allocation sur les financières au sein du fonds daté, puisque donc à la fois, je le disais tout à l'heure, sur les mérites fondamentaux de l'allocation financière, mais sur le point d'entrée, et puisque on a une solidité financière fondamentale, et sur les rendements, on peut avoir un rendement jusqu'à 2% de plus sur les dettes subordonnées financières que sur des obligations d'entreprise, ce qui nous permet finalement de magnifier le rendement au niveau du fonds et de le remonter plus proche de la zone des 5%. Pardon de vous couper, Crédit Suisse, tout ce qui est UBS, ça a changé les choses par rapport à ces rendements-là, ou ça n'a rien changé? Mais justement, dans le sillage de ce qui s'est passé avec Crédit Suisse et UBS, et aussi au niveau des banques régionales américaines, là où le stress est réel, il y a eu une forte baisse de tous ces actifs-là, et on n'a pas complètement récupéré la baisse. Donc il y a ce point d'entrée qui a été créé par cet événement-là, et il faut savoir aussi naviguer les financières, bien évidemment, faire une bonne sélection de valeurs. Mais dans cet épisode de volatilité-là a créé un point d'entrée non négligeable, qui fait qu'on a un surcroît de rendement par rapport aux financières, par rapport aux dettes d'entreprise de même notation. Et on pense qu'il va y avoir une convergence des rendements, puisque notamment on a plus de visibilité sur le fondamental sur les financières, comme je vous le disais, avec tous ces capitaux qui sont entre guillemets au-dessus de nos têtes en tant que créanciers, qui nous protègent contre un scénario adverse, alors que pour les entreprises, on a moins de visibilité. Très bien. Je finirai par une question plus personnelle. On m'a dit que vous pratiquiez la boxe. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un sport qui est très dur, peut-être le plus dur, qui est à la fois cérébral et aussi très physique, en cardio et en force. Et c'est vraiment, je dirais, le dépassement de soi qui amène à sortir de sa zone de confort. Merci Laurent Calvé. Avec plaisir, merci à vous. Vous faites pas de boxe, vous, Pascal? Non, je ne fais pas de boxe, je ne fais pas vraiment de sport, mais je fais beaucoup de cuisine. C'est moins dangereux. Plus sérieusement, sur le fond, du coup, parce que je crois que vous l'avez, ce fonds Tikehau 2029 en portefeuille, vous êtes plutôt fonds daté campagne ou fonds daté plutôt conjoncturel? Moi, je trouve qu'il y a quand même une fenêtre de tir depuis l'année dernière pour ces fonds d'obligations à échéance. Et d'ailleurs, il l'a répété, le point d'entrée, il est attractif depuis quelque temps.
je pense qu'il faut faire attention à deux choses. D'abord, à diversifier eh bien, les sociétés de gestion, et puis diversifier, si possible, aussi les échéances pour étaler eh bien, diverses échéances en portefeuille. Laurent Calvet mentionnait que certains fonds datés avaient pu un peu dénaturer la nature même un peu de leurs fonds en descendant l'échelle de risque, en descendant trop bas par rapport à l'investment grade. Est-ce que ça vous parle, ce qu'il dit? Est-ce que vous avez été confronté comme ça à des fonds qui sont descendus plus bas et qui ont peut-être rencontré quelques difficultés après? Pas forcément. Au contraire, on a plutôt vu des fonds à yield avec un niveau de risque plutôt plus élevé et des rentabilités délivrer la performance. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est important là aussi de mixer et puis de bien dire à notre client qu'on n'annonce pas uniquement un rendement garanti, mais que on annonce, on va dire, une certaine trajectoire, mais que le chemin peut être évidemment exactement. Merci Pascal. On parle maintenant des jeunes qui veulent rentrer dans le métier de la gestion de patrimoine, et pour ça on se tourne vers mon chef Jean-François Tardivaux, rédacteur en chef de l'AGFI Patrimoine. Il est en déplacement, il est parti rencontrer David Charlet, le patron de l'Anacofi, pour l'interroger justement sur les problématiques que rencontrent les jeunes CGP qui arrivent aujourd'hui. On les écoute et on revient juste après. Depuis plus de 20 ans, l'Actif organise le Grand Prix des jeunes diplômés. Et depuis plus de 20 ans, elle consacre des jeunes talents qui sont titulaires d'un Master 2 de gestion de patrimoine ou de gestion d'actifs. Ces jeunes talents s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail et à exercer leur métier de conseiller en gestion de patrimoine. Mais le marché va vite et le mouvement de consolidation est perceptible qui risque de rendre plus difficile l'arrivée de ces jeunes maintenant, aujourd'hui. Quelle stratégie doivent-ils réaliser? Quels choix doivent-ils faire? Pour répondre à cette question, nous allons rencontrer David Charlet, président de l'Anacofi, une des plus importantes associations de conseillers en gestion de patrimoine, pour nous faire part de ses convictions. On y va. Bonjour David. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous, si vous voulez bien me suivre. On marche un peu? Allez, je vous suis. Allez. En fait, ma question simple va bien contextualiser. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de devenir conseiller en gestion de patrimoine quand on est un jeune talent? Est-ce que c'est facile? La réponse est oui, c'est relativement facile. On voit d'ailleurs qu'on n'a pas de gros problèmes pour que des jeunes arrivent. On a des problèmes d'embauche dans les entreprises, mais pas forcément de création de cabinet. Le solde net est toujours positif. Pour autant, c'est facile, mais il y a quand même des difficultés. Et ces difficultés ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait il y a 25 ou 30 ans. Est-ce qu'on pourrait hiérarchiser les contraintes que vous identifiez pour ces jeunes qui vont arriver? L'une des difficultés qu'ils vont avoir, c'est d'abord d'avoir un niveau de formation qui soit satisfaisant, puisqu'aujourd'hui on n'est plus vraiment dans une époque de vendeurs purs, comme ça pouvait être le cas il y a 35 ans. Donc il faut un niveau de capacité de conseil qui est important. Ça c'est un point de base qui est nécessaire. Il n'y a quasiment pas aujourd'hui d'entrants non diplômés, alors qu'à l'époque le niveau de diplômé c'était pas plus de 20-25%, faut être clair. Ensuite, ils vont avoir des problématiques de conformité auxquelles il va falloir qu'ils s'adaptent, de recherche de clients. On ne fait pas tourner une entreprise sans clients. Or là-dessus, on a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Je vous rappelle qu'on a eu jusqu'à récemment des lois qui ont bougé là-dessus avec l'interdiction de certains démarchages. Donc les clients ne se génèrent plus de la même manière. On va avoir aussi le besoin d'outils. Là où à l'époque, on commençait et on travaillait assez bien avec quelques bouquins, quelques Lefebvre, quelques Memento et sa machine à calculer. Aujourd'hui, ça ne suffira pas. Et quand on veut voir jusqu'où ça va, il faut se rappeler qu'avant 2007, on pouvait travailler à l'oral, c'était légal. À partir de 2007, on n'a plus pu, il faut travailler à l'écrit. Et puis petit à petit, on a rajouté des formes à tout ce qu'on devait utiliser, des formes et de la contrainte en termes de timing, etc., etc. Donc tout ça nécessite des outils. Ces outils sont chers. Faut être clair, ce sont souvent des outils qui ont augmenté le prix, même en rapportant par rapport à avant, alors que sur d'autres éléments, les prix ont baissé du fait du volume de CGP. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont venues s'agréger pour créer les difficultés d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on avait à l'époque. D'accord. Alors vous évoquiez la question commerciale, c'est-à-dire faire ses clients, ses premiers, de façon très concrète. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune diplômé qui se lance? Est-ce qu'il doit s'endetter pour racheter un portefeuille de clientèle, comme on le voit aujourd'hui parce qu'il y a un changement de génération de conseillers en gestion de patrimoine? Est-ce qu'il doit faire un partenariat avec un de ses confrères?
est-ce qu'il doit rejoindre un groupe pour s'aguerrir avant de se lancer? Parce qu'il a effectivement moins de 30 ans, on peut l'imaginer. Quel conseil vous lui donneriez en l'occurrence? Les moins de 30 ans, en général, ils ne rachètent pas, ou alors ils rachètent quelque part où ils travaillaient déjà. Ceux que l'on voit s'installer en ayant un peu de moyens, c'est des cadras. D'ailleurs, la majorité des créations ou des installations, ce sont des cadras. Donc dès lors que si on prend 10 ans avant et qu'on dit des moins de 30 ans, ce que l'on va voir, c'est que ce sont des gens qui sont rentrés soit dans un groupement, soit en tant que salariés dans un cabinet et assistant adjoint du patron qui en moyenne a 50 ans et qui à un moment va s'arrêter, donc il les a recrutés vers 25 ans et puis il va les garder et puis il va peut-être s'arrêter. Et on voit d'ailleurs deux trous dans la pyramide des âges des patrons de cabinet. On voit un trou à 55 ans, c'est-à-dire en fait des gens qui ont bien tourné, qui s'arrêtent plus tôt que prévu, et puis un petit peu au-delà de l'âge normal de la retraite. Donc là on voit qu'on a un marqueur de transmission possible. Et ceux-là, ceux qui sont dans ces cabinets, peuvent tout à fait avoir cette question de peut-être m'endetter ou avoir un crédit vendeur de la part de celui qui se retire, et ça peut marcher. Mais à part ça, des jeunes qui vont aller acheter un cabinet dans lequel ils ne bossaient pas en s'étant endettés, on le voit très peu. C'est plutôt des cadras qui vont essayer ça. Et encore, ils vont se retrouver à batailler avec des gens plus riches, voire d'autres cabinets plus gros, qui vont avoir des instits parfois avec eux, et qui vont disposer de beaucoup plus de moyens que eux. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vraiment le schéma que l'on voit, c'est essentiellement chez les jeunes, des gens qui vont aller dans le prolongement de là où ils étaient, ou alors qui vont rejoindre un groupement, il faut être clair. Hein, on voit une augmentation du nombre de créations dans les groupements par des jeunes. D'accord. Bon, David, merci beaucoup pour ces éclairages. On se voit bientôt? On se voit bientôt. Merci à vous. Très bien, merci. Au revoir. Je vous ai vu à un moment, vous hochiez la tête au moment où David Chalet parlait des embauches dans le métier. Oui, absolument. En fait, je pense que c'est un défi qu'on a, nous tous, cabinet de conseil en gestion patrimoine indépendant, lorsqu'on veut se staffer, lorsqu'on veut recruter. Ce n'est pas un sujet qui est simple, parce que notre objectif, c'est bien sûr de stabiliser les équipes. Effectifs. Et ce n'est pas si simple, notamment avec les plus jeunes générations. De mon côté, j'ai eu quelques déceptions avec des tout jeunes qui étaient très bien, mais voilà, qui ont envie de voyager. Un turnover qui du coup, ou qui préfèrent un CDD plutôt qu'un CDI. Bon, voilà, donc il faut faire avec. Et moi d'ailleurs, je suis très heureuse parce que j'ai recruté une senior dans l'équipe des assistantes, donc quelqu'un qui a 58 ans. Et donc je fais ce pari aussi maintenant des seniors. Du coup, on a l'impression qu'être un petit cabinet de gestion de patrimoine indépendant, très vite, devient trop lourd tout seul. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je crois que les défis ont été bien cités dans l'interview. Je pense qu'on peut aussi envisager finalement peut-être d'autres modèles que finalement s'installer tout seul de zéro. Par exemple, pour ce qui me concerne, en fait, on a il y a 2 ans créé une filiale à Lille. Et donc on est co-associés, Bossan Conseil et Eric. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des modèles de cabinets plus petits, exactement, qui s'adossent à un cabinet de taille moyenne comme nous. Ça peut être intéressant, ça peut permettre d'avoir finalement un adossement, l'aide qu'on attend, notamment pour la réglementation, etc., tout en étant totalement libre et totalement gérant de la structure. Et on parle, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal Bossan d'avoir été avec nous, d'avoir été la toute première invitée de Patrimoine Online. Cette émission est maintenant terminée, mais juste avant de se quitter, n'oubliez pas de noter le 20 mars prochain dans vos agendas. On se retrouvera à Lyon pour les cercles de l'AGFI, l'événement qui rassemble les professionnels de la gestion de patrimoine. Quant à nous, on se retrouve le 26 février prochain pour une nouvelle émission de Patrimoine Online. D'ici là, pour suivre l'actu de la gestion de patrimoine, ça se passe sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Je vous dis donc au mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.